La salle du conseil d'administration d'Arthur et Fils était une cage de verre et d'acier. J'ai regardé l'avocat faire glisser le dossier sur l'acajou poli. 20 millions d'euros de liquidité. Mes parents n'ont même pas essayé de cacher leur cupidité. Ma sœur, Léa, arborait un sourire en coin, calculant déjà combien d'abonnés ce coup de chance allait lui rapporter. Puis ils se sont tournés vers moi. « Tu as toujours été plus douée pour la maintenance, Élise », a dit mon père, d'une voix mielleuse et cruelle. « Va gagner ta propre croûte. » L'avocat m'a tendu une enveloppe en laiton, unique et lourde. À l'intérieur se trouvait une vieille clé ternie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas bronché. J'ai juste fixé le métal dans ma paume. Il pensait se débarrasser de moi. Il ne réalisait pas qu'il venait de me donner l'arme pour les détruire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à m'être sentie invisible dans une pièce pleine de gens censés vous aimer. Laissez un signe en commentaire si vous avez déjà été celle qui faisait tout le boulot pendant qu'un autre récoltait les lauriers. Soutenons-nous les uns les autres. Je suis sortie de la tour de verre pour affronter le froid cinglant des rues de Paris. Derrière moi, le bruit étouffé des bouchons de champagne signalait le début de leur tour d'honneur. Mes parents, Robert et Monique, étaient probablement déjà en train de trinquer à l'avenir. Un avenir entièrement bâti sur les 20 millions d'euros qu'ils venaient de sécuriser. Ils n'ont pas regardé en arrière. Ils ne le faisaient jamais. Pour eux, je n'étais qu'un doublon. Une charge fixe qu'on avait enfin rayée de la comptabilité. Je suis montée dans ma voiture, une vieille berline fiable qui jurait avec la flotte de SUV de luxe que ma famille louait en leasing. En m'engageant sur l'autoroute en direction des Alpes, je suis passée devant un panneau publicitaire géant, dominant le périphérique. C'était le visage de Léa, retouché à la perfection, portant la montre phare de la collection Léa. Le slogan disait « L'élégance intemporelle, née d'une vision, la vision ». C'était le mensonge qui maintenait l'empire debout. Léa n'avait aucune vision. Elle avait un anneau lumineux et une équipe de stylistes. La vision, l'ingénierie, la précision microscopique nécessaire pour construire un mouvement à tourbillon, capable de résister à 3 atmosphères de pression, tout ça, c'était à moi. Pendant 6 ans, j'ai été le fantôme dans leur machine. J'étais assise au fond de l'atelier, courbée sur une loupe, assemblant le cœur des montres qui payaient leurs vacances, leurs voitures, et ce panneau publicitaire même devant lequel je passais. Je me souvenais de la soirée de lancement de cette collection. J'étais restée dans un coin, vêtue d'une robe noire banale, tenant un plateau de hors-d'œuvre parce que le traiteur m'avait prise pour une serveuse. Je ne l'avais pas détrompée. C'était plus simple que d'expliquer pourquoi la fille du PDG se tenait seule dans l'ombre. J'ai regardé ma mère éloigner un groupe d'investisseurs de moi. J'ai entendu les mots flotter au-dessus du tintement des verres en cristal. « Élise est difficile », avait-elle chuchoté, tapotant sa tempe d'un ongle manucuré. Elle préfère l'obscurité. Nous la gardons à l'arrière pour son propre bien. Elle est brillante avec les engrenages. Mais les gens l'effraient. C'était une stratégie brillante. En me peignant comme une asociale incompétente, ils s'assuraient que personne ne demande jamais à parler à l'artisan. Ils ont réussi à mettre le talent en quarantaine pour pouvoir commercialiser le visage. Pendant des années, je les ai crus. Je croyais que j'étais maladroite, peu aimable, une créature faite pour l'ombre. Mais alors que les lumières de la ville s'effaçaient dans mon rétroviseur, remplacées par les sapins imposants des montagnes, je me suis enfin autorisée à analyser les données de mon enfance. Les gens demandent souvent pourquoi les victimes restent. Pourquoi ai-je bâti leur empire gratuitement? Pourquoi ai-je laissé mettre le nom de Léa sur mes brevets? La réponse n'est pas la peur. C'est quelque chose de bien plus insidieux. C'est le « mais, main, 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 main ». C'est le piège de la cruauté normalisée. Vous voyez, mes parents ne me haïssaient pas. La haine est une émotion chaude, passionnée. Elle demande un effort. Ce qu'ils ressentaient pour moi, c'était de l'utilité. Pour eux, je n'étais pas un enfant à chérir. J'étais une ressource à exploiter. C'est la psychologie de l'instrumentalisation. Quand on traite une personne comme un outil, comme un marteau ou un ressort, on ne le déteste pas quand il casse. On est juste agacé qu'il ne fonctionne plus. On ne remercie pas un marteau d'avoir enfoncé un clou. On attend simplement qu'il remplisse sa fonction. Il m'avait conditionné à croire que ma seule valeur résidait dans mon utilité. Si j'arrêtais de travailler, j'arrêtais d'exister. Alors j'ai travaillé. J'ai versé mon âme dans les rouages et les échappements, espérant que si je construisais une montre assez parfaite, il finirait par me regarder et voir une fille. Mais on ne peut pas acheter l'amour par le travail. On ne peut acheter que la tolérance.
Et aujourd'hui, quand ils m'ont tendu cette enveloppe de laiton, ils ont signalé que mon compte de tolérance était à découvert. Ils avaient l'argent, ils n'avaient plus besoin de la mécanicienne. J'ai serré le volant, mes articulations devenant blanches. La tristesse que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Elle avait été remplacée par un tic-tac froid et rythmé dans ma poitrine. Ils pensaient avoir extrait tout ce qui avait de la valeur. Ils pensaient que la collection Léa était le sommet. Mais ils avaient oublié la règle d'or de l'horlogerie. Le cadran n'est qu'une décoration. La puissance vient de la tension, à l'intérieur. Et j'étais remontée à bloc. Le chalet de Courchevel était enterré sous 60 centimètres de neige fraîche. Il ressemblait à une maison en pain d'épices oubliée par le temps, un contraste frappant avec le monolithe d'acier que je venais de quitter. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Une notification Instagram. Léa avait posté un selfie avec une bouteille de Dom Pérignon. La légende disait « Santé ». Au prochain chapitre. J'ai éteint le téléphone et je suis sortie dans le vent cinglant. Ici, l'air était pur, balayant le smog de la ville. J'ai déverrouillé la lourde porte d'entrée en chêne. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et les horloges qui font tic-tac. Grand-mère Hélène était assise dans le fauteuil en cuir, à haut dossier près de la cheminée. Elle n'avait pas l'air d'une veuve éplorée. Elle ressemblait à un général attendant que son soldat se présente au rapport. Ils ont mordu à l'hameçon. Athée, elle dit. Ce n'était pas une question. Ils ont pris l'argent, ai-je répondu, posant l'enveloppe de laiton sur la table entre nous. Elle a hoché la tête, le regard acéré. Arthur savait qu'il le ferait. Il savait qu'il ne pourrait pas résister à l'éclat du cash. Ils n'ont jamais pris la peine de regarder la machinerie. Elle a désigné le tapis épais au centre de la pièce. Nous l'avons roulé ensemble, révélant une trappe que je n'avais pas ouverte depuis mes 12 ans. En dessous, se trouvait un escalier en acier, s'enfonçant dans l'obscurité. En descendant, les souvenirs ont afflué, denses et étouffants. C'était le cœur secret de l'entreprise. Pendant que Léa était dans des galas à apprendre à tenir une coupe de champagne correctement, j'étais ici. Je me souvenais d'avoir 10 ans. Les yeux brûlants d'effort alors que j'essayais de loger un balancier dans un mouvement de la taille d'une pièce de monnaie. Grand-père Arthur s'asseyait à côté de moi, les mains aussi stables que la pierre. Il était généralement 2 heures du matin. Le reste de la maison dormait. Mes parents dormaient. Léa dormait. Mais nous étions éveillés, parlant le langage des engrenages et des échappements. Je me souvenais de la nuit où j'ai enfin construit mon premier tourbillon. J'avais 6 ans, je l'avais levé vers la lumière, regardant la cage tourner, luttant contre la gravité pour maintenir l'heure exacte. « C'est magnifique », avais-je chuchoté. Arthur me l'avait pris, l'inspectant avec sa loupe. « C'est parfait, Élise », avait-il dit. Puis il m'avait regardé dans les yeux, l'air grave. « Écoute-moi. Tes parents, ta sœur, ils voient la montre, ils voient le boîtier en or et la lunette en diamant. Ils possèdent le nom, Élise. Mais toi, tu possèdes le temps. » À l'époque, je pensais qu'il était poétique. Maintenant, debout au bas de l'escalier, face à un mur de titane massif, je réalisais qu'il était littéral. J'ai pris la clé de laiton dans l'enveloppe. Elle était lourde, forgée à la main, avec des crans taillés selon un motif qui ressemblait à une ligne d'horizon urbaine. Je l'ai glissée dans le mécanisme de verrouillage de la porte blindée. Elle a tourné avec un déclic lourd et satisfaisant. Les goupilles se sont alignées. La porte a pivoté sur des charnières silencieuses. L'air à l'intérieur était frais et sec, climatisé pour préserver l'histoire. J'ai actionné l'interrupteur. Des rangées de néons ont vacillé, illuminant des étagères du sol au plafond. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas seulement des outils, c'était la collection vintage. Chaque garde-temps significatif qu'Arthur avait acquis ou construit sur 50 ans. Le chronographe de 1952. Le prototype de calendrier perpétuel. Ce n'était pas juste des montres, c'étaient des actifs tangibles, indépendants des livres de compte de la société, libres de toute dette et valant des millions sur le marché des enchères. Mais il y avait quelque chose de plus précieux que le stock vintage. Sur l'établi central reposait une rangée de mallettes noires plates. J'ai ouvert la première. À l'intérieur se trouvait le prototype physique du mouvement de la collection Léa. À côté se trouvait le dépôt de brevet original. J'ai ramassé le document. Le nom sur le dépôt n'était pas Arthur et Fils. Ce n'était pas Robert. Et ce n'était certainement pas Léa. C'était Élise Arthur.
Il m'avait cédé la propriété intellectuelle il y a 5 ans. Mes parents fabriquaient et vendaient leurs produits phares sur la base d'un brevet qu'ils ne possédaient pas. Ils pensaient avoir hérité d'un empire. En réalité, ils squattaient une maison qui m'appartenait. J'ai regardé la clé de laiton dans ma main. Elle ne se contentait pas d'ouvrir une porte. Elle ouvrait une guerre. Je me suis assise à l'établi, le bourdonnement des néons étant le seul son dans la chambre forte. J'ai étalé les documents sur la surface en feutre, les manipulant avec la même précision délicate que j'utilisais pour les spiraux. D'abord, j'ai examiné le brevet. Il était inattaquable. Déposé il y a 5 ans, assigné directement à moi, signé par Arthur. Il couvrait le mécanisme spécifique de tourbillon à double axe qui était le cœur battant de la collection Léa. Mes parents avaient bâti toute leur stratégie fiscale actuelle autour d'un produit qu'ils ne possédaient pas légalement. Ils vendaient des marchandises volées sur le marché du luxe depuis une demi-décennie. Mais le second document était encore plus dévastateur. C'était un rapport d'audit médico-légal commandé par Arthur 6 mois avant sa mort. J'ai parcouru les colonnes, mon doigt suivant les lignes d'encre rouge. Le monde voyait Arthur et fils comme un titan de l'industrie. Nous avions les pages de magazines glacés, les ambassadeurs célèbres, la boutique phare Place Vendôme. Mais, sur le papier, l'entreprise était un cadavre. Robert et Monique n'avaient pas seulement dépensé les bénéfices. Ils avaient hypothéqué l'avenir. Ils avaient contracté des emprunts massifs sur les fonds propres de la société pour financer leur train de vie. La villa à Saint-Tropez, les jets privés, le salaire à 7 chiffres de Léa en tant qu'égérie, les 20 millions d'euros qu'ils venaient de recevoir n'étaient pas une manne. C'était une tranche d'un prêt relais, à taux élevés, garanti par l'inventaire de la société. Ils n'avaient pas hérité d'une fortune. Ils avaient hérité d'une bombe à retardement. J'ai regardé les étagères bordant la chambre forte. La collection vintage. La Patek Philippe 1518. La Rolex Paul Newman Daytona. Ce n'étaient pas juste des montres. C'étaient des actifs libres de toute charge. Arthur les avait séparés de l'entité corporative il y a des années. Ils étaient détenus dans une fiducie privée. Ma fiducie. Le calcul était simple, brutal et élégant. Mes parents avaient les dettes, les charges et la responsabilité juridique. J'avais l'inventaire, la propriété intellectuelle et l'histoire. Pour la première fois de ma vie, le poids écrasant d'être la fille invisible s'est levé. J'ai réalisé qu'Arthur ne m'avait pas caché à l'arrière pour m'enterrer. Il m'avait caché pour me protéger. Il savait que le navire coulait. Il savait que Robert et Monique perçaient des trous dans la coque pour vendre le bois. Alors il m'avait mise sur le seul canot de sauvetage, l'avait rempli d'or et avait coupé la corde. J'ai pris le prototype de la montre collection Léa. Je l'ai retourné, regardant le fond transparent. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, commercialisé par des imbéciles, qui ne faisaient pas la différence entre un ressort moteur et un ressort de porte. Mon téléphone a encore vibré. Un autre SMS de Léa. Je viens d'acheter le nouveau classe G. J'ai hâte de te montrer à quoi ressemble le succès, Frangine. Je n'ai pas ressenti de colère. La colère implique une perte de contrôle. Ce que j'ai ressenti, c'était la clarté froide et calme d'un PDG examinant une OPA hostile. Ils célébraient une victoire qui n'existait que dans leur tête. Ils conduisaient un classe G vers une falaise, et ils venaient de sectionner les câbles de frein. J'ai remis le prototype dans son écrin, et j'ai claqué le couvercle. Le son était définitif, comme un marteau de juge frappant son bloc. Je n'étais plus le personnel de maintenance. Je n'étais plus la fille jetée aux oubliettes. J'étais l'actionnaire majoritaire de leur réalité. Et il était temps d'ouvrir la séance. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'exécuter le protocole. Grand-père Arthur ne m'avait pas seulement laissé une clé physique, il m'avait laissé la clé numérique passe-partout de toute l'infrastructure. Il l'appelait la commande prioritaire. Dans les statuts de la société, cachés dans des avenants que mes parents avaient sans doute survolés dans leur hâte d'encaisser leur chèque de dividendes, se trouvait une clause concernant le maître horloger. Elle stipulait que l'individu détenant les brevets de conception primaire conservait un droit de veto sur tous les accès aux installations sécurisées et aux schémas numériques. Je me suis connectée au serveur central. L'écran brillait d'un bleu pâle dans la pénombre de la chambre forte. J'ai entré le code qu'Arthur m'avait fait mémoriser quand j'avais 10 à 8 ans. Tempus fugit. Le système m'a accueilli en tant qu'administrateur. Sous mon nom, 3 autres utilisateurs étaient listés. Robert, Monique et Léa. Leur permission était réglée sur « exécutif ». Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas ressenti un pincement de culpabilité pour les années qu'ils ont passées à m'élever,
parce qu'il ne m'avait pas élevé. Il m'avait géré. J'ai déplacé mon curseur sur le profil de Robert. Révoquer l'accès. Clic. Monique. Révoquer l'accès. Clic. Léa. Révoquer l'accès. Clic. La barre de progression a chargé. Vert. Terminé. En moins de 30 secondes, j'avais tranché leurs mains numériques. Ils ne pouvaient plus accéder aux fichiers de conception, aux listes de fournisseurs ou aux protocoles de sécurité des ateliers. Mais je n'avais pas fini. J'ai navigué vers la grille de sécurité physique. L'entrepôt du centre-ville d'Arthur et Fils abritait les prototypes pour le lancement presse de la semaine prochaine. Mon père devait récupérer le prototype Léa 2 ce matin pour le montrer à un gestionnaire de fonds spéculatifs. J'ai mis à jour la base de données biométriques. J'ai supprimé leurs empreintes digitales et leurs scans rétiniens. Je les ai remplacés par une seule entrée. La mienne. J'ai refermé l'ordinateur. Le silence dans le chalet était lourd, mais il n'était pas vide. C'était le silence d'une machine qui venait enfin d'être correctement calibrée. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré contre le bois dur de l'établi. C'était Robert. Je l'ai laissé sonner un moment, regardant le nom clignoter sur l'écran. Avant, cela me retournait l'estomac. Cela me faisait me demander ce que j'avais fait de mal. Quelle tâche j'avais oubliée? Quel défaut il avait trouvé dans mon travail? Maintenant, c'était juste une notification. J'ai glissé pour répondre et j'ai mis le haut-parleur. Élise. Sa voix n'était pas seulement forte, elle était perçante. Je pouvais entendre le vent siffler en arrière-plan, le klaxon du trafic urbain. Qu'est-ce qui se passe avec l'entrepôt du centre-ville? Bonjour. Robert, ai-je dit? Ma voix était basse, assurée. Y a-t-il un problème? Le lecteur clignote en rouge. Il affiche « Accès refusé ». Le vigile dit que le système l'a bloqué aussi. J'ai une réunion avec Vanguard dans 1 heure. J'ai besoin de ce prototype. Répare ça. Maintenant, je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Comment ça, tu ne peux pas? Tu es la maintenance. C'est toi qui gères les systèmes. Redémarre-le. Ou je ne sais quoi. Je suis plantée là dans le froid. J'ai l'air d'un idiot. Tu te tiens devant une installation qui abrite de la propriété intellectuelle restreinte, ai-je répliqué. J'ai ramassé le dépôt de brevets sur le bureau, passant mon pouce sur le sceau en relief. Cette installation est réservée au personnel autorisé uniquement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un battement de confusion avant que la rage ne revienne, plus brûlante qu'avant. Je suis le PDG, espèce de petite ingrate. Je suis la définition même du personnel autorisé. Ouvre cette porte. Non, ai-je dit. Tu ne l'es pas. Tu es le PDG d'une agence de marketing qui vend un produit qu'elle ne possède pas. Le prototype à l'intérieur de cette chambre forte utilise un mécanisme de tourbillon à double axe protégé par un brevet qui m'appartient. L'installation appartient au détenteur du brevet. Tu, quoi? Sa voix a baissé, l'arrogance remplacée par une peur soudaine et aiguë. J'ai supprimé tes accès, Robert. Tu n'as plus d'autorisation biométrique, et si tu bloques les verrous ou forces l'entrée, le système préviendra automatiquement les autorités fédérales pour tentative d'espionnage industriel. Élise, a-t-il bafouillé. On a le lancement, les investisseurs. Tu ne peux pas simplement nous enfermer dehors, loin de notre propre produit. Ce n'est pas votre produit, ai-je dit, lui coupant la parole. Ça ne l'a jamais été. Vous avez vendu le visage. Je possède les mains, et les mains ont fini de travailler gratuitement. J'ai raccroché. Je n'ai pas bloqué le numéro. Je voulais voir les appels manqués. Je voulais les donner. Chaque tentative désespérée de me joindre n'était qu'une preuve supplémentaire que le rapport de force s'était inversé. Ils étaient à l'extérieur, frappant contre la vitre. J'étais à l'intérieur, tenant la clé. J'ai posé le téléphone sur l'établi. Mes mains étaient stables, mon pouls lent. Je n'étais pas paniquée. J'attendais. J'ai regardé l'horloge numérique sur le mur de la chambre forte, passée à 9 heures du matin. L'ouverture des banques. Arthur avait été un grand maître de l'horlogerie. Mais il était aussi un génie des contrats. Il connaissait Robert et Monique mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Il savait qu'au moment où il verrait un chèque de 20 millions d'euros, il ne poserait pas de questions. Il ne lirait pas les petits caractères. Il le déposerait immédiatement pour couvrir les appels de marge de leur train de vie surendetté. Et c'était exactement ce que le piège exigeait. À 9h05, mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents cette fois. C'était Maître Lefebvre, l'avocat personnel d'Arthur,
et l'exécuteur de la fiducie secrète. Élise. Sa voix était nette, professionnelle, mais je pouvais y déceler une satisfaction sombre. Le virement a atteint leur compte d'entreprise il y a 3 minutes. Et, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Et les saisies automatiques se sont exécutées parfaitement, a-t-il dit. La banque a saisi la totalité du montant pour couvrir le capital restant dû des prêts d'Arthur et Fils Global. Les comptes sont gelés. Les 20 millions n'ont pas duré 5 minutes. Ils se sont volatilisés. Je me suis adossée à ma chaise, laissant échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. C'était l'équivalent financier d'une guillotine. Mes parents avaient passé des années à cacher la dette de l'entreprise, déplaçant l'argent entre des comptes offshore pour sauver les apparences. Arthur avait suivi chaque centime. Il avait structuré le chèque de l'héritage non pas comme un cadeau, mais comme une injection de capital dans l'entité corporative, une entité qui était contractuellement obligée de payer ses créanciers prioritaires en premier. En déposant ce chèque, ils ne s'étaient pas enrichis. Ils avaient simplement remboursé une fraction de la dette qu'ils avaient accumulée au nom d'Arthur. Ils étaient fauchés. En fait, ils étaient pires que fauchés. Ils étaient insolvables. Il y a plus, a continué Lefebvre. Je viens d'avoir leur conseil juridique au téléphone. Il est désemparé. Laisse-moi deviner, ai-je dit, reprenant le document du brevet. Il a trouvé la clause de propriété intellectuelle. C'est ça. Il a réalisé que la collection Léa, le seul poste rentable de leur bilan, est basée sur un mouvement qui n'appartient pas à la société. Il leur conseille d'arrêter immédiatement toutes les ventes. C'est trop tard pour ça, ai-je dit froidement. Ils vendent ces montres depuis 5 ans. Exactement. Et sans accord de licence du détenteur du brevet, donc toi, chaque vente constitue un acte distinct de fraude commerciale et de vol de propriété intellectuelle. On ne parle pas d'un procès civil ici, Élise. On parle d'inculpation fédérale. L'autorité des marchés financiers va se régaler. J'ai fermé les yeux, visualisant le chaos qui devait se dérouler en ville. Robert hurlant sur des banquiers qui ne prenaient plus ses appels. Monique regardant ses cartes de crédit être refusées. Léa réalisant que son empire n'était rien de plus qu'une entreprise criminelle bâtie sur du travail volé. C'était la couronne creuse dont Arthur m'avait averti. Ils veulent porter la couronne, Élise, m'avait-il dit. Laisse-les faire. Assure-toi juste de posséder les murs du château. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Lefebvre. On attend, ai-je dit. La faim est un puissant moteur. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de produits, et ils font face à une peine de prison. Ils viendront à moi. Ils viendront, a acquiescé Lefebvre. Tiens-toi prête. J'ai raccroché. J'ai regardé autour de moi dans la chambre forte, les rangées d'horloges battant la seconde, les plateaux d'engrenage parfaitement huilés. C'était réel. C'était du concret. Ma famille avait passé sa vie à courir après l'image de la richesse, tout en pourrissant les fondations. Ils se croyaient rois et reines, mais à la fin, ils n'étaient que des voleurs qui avaient oublié de vérifier les verrous. Le silence du chalet a été brisé par le bruit d'un moteur de voiture peinant dans l'allée enneigée. C'était un son désespéré. Un gémissement. J'ai vérifié le flux de sécurité sur mon portable. Un SUV noir dérapait dans les congères, chassant de l'arrière vers la maison. C'était l'heure. J'ai regardé le SUV noir s'immobiliser près du porche. C'était un véhicule de luxe, loué, bien sûr, payé avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. Robert, Monique et Léa ont jailli dans la neige. Ils étaient habillés pour un brunch parisien, pas pour un blizzard alpin. Léa portait des bottines de créateur à semelles fines qui ont immédiatement sombré dans la neige. Ils ont grimpé les marches, désespérés et grelottants. Robert a martelé la lourde porte en chêne. « Élise, on sait que tu es là. » Je me suis avancée vers la porte. Je ne me suis pas pressée. J'ai déverrouillé le pêne dormant, mais j'ai laissé la lourde chaîne de sécurité engagée. Je l'ai entr'ouverte de quelques centimètres. Une bourrasque d'air froid m'a frappée, apportant l'odeur du sapin et d'un parfum coûteux. À travers l'entrebâillement, je les ai vus. Le visage de mon père était violet de froid et de rage. Ma mère avait l'air terrifiée, son mascara coulant. Léa se serrait les bras, les dents claquant. « Laisse-nous entrer », a exigé Robert, la voix fêlée. « On gèle ici. »« Je ne peux pas faire ça, » ai-je dit calmement. « C'est une propriété privée. »« On est ta famille, » a hurlé Monique, se poussant en avant. « Comment peux-tu nous faire ça ? La banque a tout pris. Les comptes sont gelés. L'avocat dit qu'on risque la prison. Tu dois arrêter ça. Signe la décharge pour le brevet. »
Dis-leur que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était un Audi. Élise, s'il te plaît, a sangloté Léa. Elle paraissait plus jeune maintenant, dépouillée de ses filtres et de ses lumières de studio. Mes sponsors me lâchent. J'ai déjà reçu 3 emails pour rupture de contrat. Ils disent que je suis une fraude. Tu gâches ma vie. J'ai regardé ma sœur, l'enfant prodige. Le visage du panneau publicitaire. Je n'ai pas gâché ta vie, Léa. J'ai juste arrêté de la construire pour toi. On t'a élevée, a crié Robert, frappant sa main contre le bois. On t'a donné un toit. On t'a nourri. Tu nous redevables. Je ne vous dois rien, ai-je dit, ma voix coupant le vent. J'ai payé mon loyer par mon travail. J'ai payé ma nourriture avec des brevets. Vous n'avez pas élevé une fille. Vous avez géré un actif. Et maintenant, l'actif a été liquidé. On va aller en prison, a chuchoté Monique, s'agrippant au bras de Robert. Élise, pitié, ils vont nous mettre en prison. Je les ai regardés une dernière fois. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ne ressentais pas de joie. Je ressentais la satisfaction tranquille d'un mécanicien qui a enfin retiré une pièce rouillée et cassée d'une machine pour qu'elle puisse enfin tourner rond. Vous avez passé 20 ans à consommer mon travail, ai-je dit. Vous avez mangé mon temps. Vous avez mangé mon talent. Vous avez mangé mon nom. Il n'y a plus rien à manger. J'ai refermé la porte. J'ai tiré le verrou. Dehors, je les ai entendus hurler mon nom, mais le son était étouffé, lointain, comme une tempête qui passe dans la nuit. La marque Arthur et Fils a été dissoute en 3 mois. La procédure de faillite a été brutale et publique. Robert et Monique ont fait face à des accusations fédérales pour fraude et vol de propriété intellectuelle. Ils ont dépensé leurs derniers avoirs pour des avocats de la défense qui n'ont pas pu les sauver. L'Empire n'est pas seulement tombé, il s'est évaporé, révélant qu'il n'avait toujours été fait que de fumée. J'ai gardé le chalet, j'ai gardé l'atelier, et j'ai gardé le nom. Mais j'en ai changé le sens. Debout devant l'établi où grand-père Arthur m'avait appris à respecter les engrenages, j'ai pris une décision. Je n'allais pas thésauriser cet héritage. C'était l'erreur de mes parents. Penser que la valeur était quelque chose que l'on garde. La valeur est quelque chose que l'on crée. J'ai fondé l'Académie Arthur d'horlogerie. Ce n'était pas une école pour ceux qui crient fort ou qui aiment le clinquant. C'était un programme de bourse pour les enfants silencieux. Ceux qui s'asseyent au fond de la classe. Ceux qui aiment démonter les choses pour voir comment elles fonctionnent. Ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient que de la main-d'œuvre. Je leur ai donné des outils. Je leur ai donné un espace de travail. Et surtout, je leur ai donné le crédit de leur propre travail. J'ai regardé la montre à mon poignet. La première que j'avais construite entièrement sous mon propre nom. Le mouvement était complexe, résistant et honnête. Il n'avait pas besoin d'un panneau publicitaire pour prouver sa valeur. Il se contentait de donner l'heure exacte. Parfois, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer à leur jeu et de commencer à construire le vôtre. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à la partager. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre que son travail de l'ombre a de l'importance. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits où justice est faite.